Et tout de suite, on va rejoindre l'équipe de 100%. C'est le moment d'aller retrouver notre collègue Mario Dumont. Bon après-midi, Mario. Bonjour. Alors voilà, ça a été confirmé. Fadi Daguerre qui devient le nouveau chef de police du SPVM. Est-ce que c'est, selon toi, la personne pour faire face aux nombreux défis que représente Montréal, c'est-à-dire la criminalité par arme à feu et la difficulté aussi de recruter des policiers? Bien, c'est un candidat d'envergure, là. La mairesse de Montréal, on l'a senti très fière aujourd'hui et on la comprend. Et j'ai trouvé, en tout cas, dans son propos, là, tout reste à voir, mais j'ai trouvé que dans son propos, c'était équilibré. Parce qu'évidemment, il arrive avec l'image, bon, du policier, avec un regard inclusif sur les choses, qui va essayer de tendre la main à tous les quartiers, aux communautés culturelles, etc. Ce dont Montréal a probablement besoin, là. Mais, qu'on le veuille ou non, les gens qui regardent ça disent, oui, mais il faut aussi qu'il y ait une forme de répression, là. On a un problème, il y a des criminels avec des armes à feu, etc. Certains qui en vendent, certains qui en utilisent. Et j'ai trouvé que son propos était équilibré là-dessus parce qu'il a été sans pitié, là. Il dit, autant moi, je suis dans l'intervention sociale et autres, là, à partir du moment où on a affaire à des groupes ou à des gens qui sont criminalisés, il y a plus de dialogue, qui veulent là. commettre des... Oui, il n'y a plus de dialogue, exactement. Il l'a dit très clairement, le dialogue est fini. Pendant qu'on voit Martin Prudhomme, puisqu'on veut parler plus largement, pour la mairesse Plante, là, c'est certain que pour peu qu'on se dise, elle prend au sérieux la question là, de la sécurité publique, c'est tout un duo, sincèrement, dans l'histoire policière récente du Québec. Bon, Martin Prudhomme a eu un démêlé là, comme directeur de la Sûreté du Québec qui a laissé une tache sur sa carrière. En ce qui me concerne, on n'a toujours pas su ce qu'il avait vraiment fait de mal. Exact. Donc, il est devenu une espèce de ressource disponible, une espèce de ressource flottante disponible. Alors, la mairesse Plante l'a ramené comme numéro 2, mais qui peut emmener large, qui a énormément de compétences. Et en allant chercher M. Daguerre comme chef, etc. Et il semble que Prudhomme a été derrière ça, était pas mal d'accord avec ça, même si c'était son souhait. Là, tu as en place un duo de choc là, pour les affaires policières à Montréal. Il leur reste essentiellement, il leur reste à mobiliser les troupes. Là, on sent qu'à Montréal, les policiers sentaient qu'il n'y avait pas l'appui des autorités, etc., une démobilisation. Mais s'ils réussissent à remobiliser les troupes, en tout cas, c'est de bonne augure là, pour la suite des choses. On a envie d'y croire, en tout cas. Ça redonne confiance entre le corps policier, la Ville de Montréal et peut-être les Montréalais aussi. Oui, tout à fait. Tout à fait. Mais les défis, une fois qu'on a tout dit ça, j'ai deux craintes là, pour M. Daguerre. La première, c'est qu'il arrive un peu en héros, là, porté un peu sur des lauriers par les médias et tout ça. Puis ça, ben, c'est toujours tough. Là, des fois, t'es mieux d'arriver avec des attentes plus basses puis finalement de surprendre. Lui, il arrive avec les attentes dans le plafond. J'espère que ça lui nuira pas pour le début de son mandat. L'autre affaire, ben, c'est l'ampleur de la tâche. Parce que comme s'il y a tellement à faire, les policiers n'ont même plus une convention en règle. Donc, déjà, il est dans un contexte de négociation syndicale. Il y a de la difficulté de recrutement. On raconte qu'à l'école de police à Nicolet, aller travailler à Montréal, c'est pas l'affaire qui était la plus populaire. Donc, il y a tout un changement de perception à faire pour être capable de recruter. Plus les problèmes de violence, les problèmes de santé mentale dans la rue, les problèmes d'itinérance. Fait que, tu sais, il y en a pour décourager quelqu'un là, de prendre le poste de chef de police à Montréal. Mais bon, je pense qu'on a une personne qui est capable de s'atteler à ça. Commission Rouleau, Chrystia Freeland, qui témoigne depuis cet avant-midi, elle a mis l'accent sur la façon dont les barrages, les manifestations pouvaient nuire à l'économie canadienne. Évidemment, il y avait un contexte de protectionnisme mis de l'avant par les Américains à ce moment-là, mais elle craignait qu'il y ait un tort irréparable dans les relations commerciales avec les États-Unis. On l'a même vu comme jamais on l'avait vu. Mario, on va l'écouter ensemble. I had at that moment a very profound duty to Canadians to stand up for them. And I'm surprised that I'm getting emotional, but... As-tu été étonné de la voir de cette façon-là, Mario? Oui et non. En même temps, elle
s'est pas effondrée en larmes pendant 10 minutes. Elle est devenue, dit-elle, émotive. Ouais. Bon. En fait, je pense que c'est fondamentalement vrai. Là. Il y avait un problème économique. Là. Le pont Ambassadeur fermé, ça n'avait pas d'allure. Il y avait même dans le secteur de l'automobile, il y a une usine qui ne pouvait plus opérer à un certain moment. On n'avait plus les pièces. Et il en allait de la crédibilité du Canada. Le seul point qui fonctionne pas une fois que... Parce que ce qu'elle dit aujourd'hui, moi je disais tout ça en février, là, que ça n'avait pas de bon sens, puis que des convois de clowns comme ça qui fermaient la frontière avec les États-Unis, puis ça pouvait pas être toléré. Mais au moment où ils ont invoqué les mesures d'urgence, Oui. le pont Ambassadeur avait été rouvert le jour d'avant, le soir d'avant. Peut-être qu'on dira, ben c'est parce qu'il y avait la menace des mesures d'urgence qu'on allait y recourir le lendemain, que ça a mis une pression. Mais en même temps, on s'est aperçu que quand le travail policier a commencé, quand les policiers ont dit là, on avance, on arrête les gens, on les prend un à un, on enlève les camions de là, ça s'est fait. Là, le travail policier s'est fait. Alors, aurait-il pu... Pour moi, ça prouve pas que la loi sur les mesures d'urgence était absolument nécessaire. Puis, donc, tout ce qu'elle dit est vrai. Ils ont rouvert le pont Ambassadeur sur cette base-là. Et le matin que le gouvernement a eu recours aux mesures d'urgence, là, officiellement, le pont c'était fait. Le pont avait été rouvert la veille. À suivre demain, c'est Justin Trudeau qui va témoigner en français, peut-être? Oui, c'est ça. Ça va être le gros moment. Là. Il reste qu'on a écouté tout le monde, mais c'est quand un premier ministre, dans n'importe quelle circonstance, quand un premier ministre se présente à la barre d'une commission d'enquête, c'est un moment majeur. Oui, je pense que M. Trudeau va témoigner dans les deux langues. Il y aura un souci particulier de parler français, parce que ce texte de notre collègue Guillaume Saint-Pierre dans le Journal de Montréal, dans le Journal de Québec cette semaine, a vraiment brassé les choses à Ottawa. Je pense qu'il y en a même qui sont devenus mal à l'aise de dire, OK, c'est vrai que c'est bizarre, là. Des francophones parlent à un juge francophone, le juge Rouleau, tout le monde est francophone à table, puis il se dit pas un mot de français, tout le monde se parle en anglais, alors que ça a fait une espèce de démonstration très, très malaisante du fait que le français n'a plus aucun statut là, dans la fonction publique fédérale. On discute en anglais, de documents en anglais, des preuves sont en anglais, tout se passe en anglais. Donc, je pense que M. Trudeau va vouloir peut-être même un peu, lui en tant que premier ministre, compenser. Moi, je m'attends à le voir témoigner dans les deux langues pas mal demain. Demain, donc, ça va se dérouler vendredi. Maintenant, Mario, désaccord, ou appelons ça une chicane, littéralement, entre la juge en chef de la Cour du Québec, Lucie Rondeau, et le ministre de la Justice, Simon-Jolin Barrette. C'est en lien avec la réorganisation du temps de travail des juges, et ça a un impact énorme sur, selon le ministère là, de la Justice, des milliers de dossiers qui risquent de se retrouver hors délai. Jordan, tu as reçu en entrevue un petit peu plus tôt aujourd'hui Simon-Jolin Barrette. On va écouter un extrait. Vous savez, je travaille constamment depuis le mois de décembre dernier à trouver une voie de passage avec la direction de la Cour du Québec. Ma sous-ministre le fait, on a tenu des rencontres, on a eu des échanges de correspondance, on a proposé des solutions. Mais vous savez, à un moment donné, on ne peut pas accepter l'inacceptable. Mario, on est comme dans un cul-de-sac. Là. Est-ce que ça va prendre un arbitre entre les deux? On comprend que Mme Rondeau a des pouvoirs, mais... Il y a comme un arbitre entre les deux, parce que là, le gouvernement fait un recours judiciaire, va devant la Cour d'appel. C'est des juges qui vont décider si c'est les juges qui ont raison ou le ministre. Oui. Mais c'est un peu curieux quand même. Ça fait des mois que ça dure. On essaie d'avoir une entrevue, Mme Rondeau. Elle ne parle à personne, à aucun média. Comment est-ce qu'on va pouvoir aller de l'avant avec un dénouement de crise? Bien, c'est ça la question, Julie. Est-ce que la juge en chef... Bon, il y a le principe de l'indépendance judiciaire. Ça, on comprend ça. L'indépendance judiciaire fait que personne ne va dire au juge quelle décision prendre, quel verdict rendre. Personne ne va dire au juge quoi faire. Personne peut même, le ministre de la Justice peut surtout pas se mêler. Quel juge on va nommer dans telle cause? C'est la juge en chef qui doit faire ça. Mais est-ce que... Et c'est ça la grande question. Est-ce que le fait de changer ses horaires de travail, parce que ce sont des allègements, là, essentiellement ce que c'est, la juge considère que les causes sont plus compliquées aujourd'hui qu'autrefois. Fait qu'il faut plus de temps aux juges pour rédiger leur jugement et étudier les dossiers, délibérer, etc. Donc avant ça,
c'était 2 jours sur 3 qui étaient en cours, puis 1 jour sur 3 où ils faisaient ce travail-là qui est pas en cours, là, qui est dans leur bureau. Et là, maintenant, on est à 1 jour sur 2 en cours. Et 1 jour sur 2 en dehors de la cour. C'est un énorme changement. Là. Ça enlève 4000 quelques cent journées de cours. Dans l'ensemble du Québec, 4000 quelques cent journées de cours, d'où toutes les causes de ce que tu décrivais tout à l'heure, toutes ces causes qui peuvent plus être entendues, qui prennent du retard, etc. Est-ce que le juge... Est-ce qu'on est toujours dans l'indépendance judiciaire? Est-ce que l'indépendance judiciaire va aussi loin que de dire, bien, la juge, là, la juge en chef, là, elle change les horaires de travail, elle donne un allègement à tout le monde, puis elle consulte personne, elle n'en parle à personne, elle annonce ça au ministre de la Justice, puis à toute la société en même temps. Puis elle dit au ministre, bien, si tu veux qu'on continue à avoir le même nombre de jours en cours, ben, tu sais, pas de problème, mon homme. Embauche, crée des postes de juges, nomme des nouveaux juges. Facile, hein? Ah ouais, mais là, c'est Bibi qui paye, là, tu sais, je veux dire, c'est parce que au nom des contribuables, disent, OK, la juge, elle nous impose ça, puis il n'y a pas de consultation. Il y a quelque chose qui fonctionne pas, puis je sais là, que pour... il y a comme 2 écoles. Moi, je suis pas avocat. Hein. Moi, je suis économiste de formation. Je regarde ça avec un œil d'efficacité. Je sais que pour les gens qui sont dans le Saint Graal du droit de l'indépendance judiciaire, c'est des choses qui sont intouchables, qui peuvent même pas être discutées, qu'on aurait peut-être même pas le droit, toi et moi, de regarder. Mais moi, je marche pas là-dedans. Je reconnais à 100% l'indépendance des cours, l'importance de séparer le judiciaire du politique. Mais à un moment donné, Simon Jolin Barrette, lui, il est là pourquoi? Il est ministre de la Justice. Il me semble qu'il doit être responsable d'administrer les budgets de la justice et d'assurer aux contribuables qu'on en a pour notre argent. Mais on est dans quelque chose d'extrêmement compliqué. Là, c'est rendu à la cour d'appel pour savoir qui peut faire quoi. Puis jusqu'à date, c'est le juge en chef. En première instance, c'est le juge en chef qui a gagné. Là. Mario, merci beaucoup. Bon après-midi à toi. Mario Dumont.